Les médias sont devenus le maillon faible de notre société occidentale. Et normalement, c'était une force, c'était le quatrième pouvoir. Pour étouffer le débat, c'est simple. Vous ne donnez pas la parole aux voix discordantes ou tout simplement les gens qui posent des questions légitimes. On pouvait, entre guillemets, vacciner les nouveau-nés, les enfants. Il n'y avait aucune étude qui disait qu'il n'y avait pas de risque sur les enfants. Cette cérémonie, elle exprime très bien le président de la Ve République, Macron. C'est le président du chaos. Et ça a été la cérémonie du chaos. C'est sûrement pas de l'art. On voit une chose qui devrait plutôt se tenir dans une chambre à coucher ou dans un club échangiste ou dans un lieu qui est privé. C'est un peu, moi je fais ça de mon corps, ma sexualité, moi j'aime comme ça et je t'emmerde. En fait, ils se sont imposés. Ils ont imposé une idéologie. Le rédacteur en chef, il a même plus besoin vraiment de censurer les gens, parce qu'ils se censurent eux-mêmes pour être dans le modèle du politiquement correct. Bonjour Monsieur Mélan. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes un essayiste et commentateur politique suisse, passionné par les questions de démocratie, de liberté et de droits de l'homme. Vous vous intéressez particulièrement à l'évolution des valeurs et des institutions dans nos sociétés. Vous êtes également un observateur attentif des dynamiques de pouvoir et des menaces potentielles aux libertés individuelles. Je vous reçois aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol de Genève pour parler de liberté, justement, une notion qui a beaucoup évolué au fil du temps. Vous avez récemment lu l'ouvrage Animalia du politicien, écrivain et ancien enseignant Oscar Freisinger. C'est un ouvrage qui explore la dégénérescence de la moralité et la perte des libertés à travers une fable animalière. Freisinger utilise des animaux pour critiquer notre société de manière humoristique et accessible. Le livre aborde des thèmes contemporains, notamment la montée du totalitarisme et les atteintes à nos libertés. Qu'est-ce que vous avez pensé exactement de l'analyse de M. Freisinger en tant que lecteur ? Je la partage pleinement. Donc, il s'est inspiré. Alors, je ne sais pas si c'est inspiré ou pas, mais ça fait penser à La Ferme des animaux de George Orwell à l'époque. Ce sont 33 petits chapitres. C'est des chapitres qui sont très très vite lus, qui sont de 2-3 pages chaque chapitre. Je partage parfaitement son analyse par rapport à la recrudescence d'un certain totalitarisme ici en Occident, en Suisse, en Occident. Peut-être que là où j'irai un peu plus loin, c'est que il parle de la nécessité de revenir sur le bien et le mal, en fait de rééduquer les gens au bien et au mal. Donc la notion du bien et du mal. Et là, moi, je pense qu'il faut aller plus loin que le bien et le mal, parce que le bien et le mal, comme dit le grand philosophe Baruch Spinoza, ça n'existe pas à l'état de la nature. C'est un piège aussi, parce que le bien et le mal, c'est très relatif, ça dépend de chacun. Moi, je pense qu'il faut plutôt repartir sur la philosophie, c'est-à-dire la connaissance de soi et la connaissance des autres. Donc, il faudrait repartir depuis le grand Aristote, le grec, le grand Aristote, partir après sur René Descartes, le français, le premier qui traduit la philosophie en français et qui inspire plus tard Baruch Spinoza, et qui, lui, il est sur la méthode et il est sur la remise en question, sur la culture du doute. Cette culture du doute, cette culture de la remise en question qui fait tellement défaut à nos médias aujourd'hui, qui sont devenus des communicants, qui sont devenus des propagandistes. Alors attention, la différence entre communicant et propagandiste, le propagandiste, c'est qu'il reçoit un avantage pécuniaire ou non, ça vient après un propagandiste. Là, on ne sait pas vraiment, est-ce que les pages de publicité, est-ce que ça subventionne, est-ce que ça paye certains messages, je ne sais pas. Est-ce que les journalistes ont d'autres avantages ? Par exemple, moi je l'ai vécu, un journaliste qui est invité pour faire alors sur un plateau, alors pour modérer, alors pour faire une modération, alors c'est son orgueil qui est flatté. Ensuite, à la fin de la modération, il reçoit 6 bouteilles de vin, quelque chose comme ça. Ça devient déjà quelqu'un qui est déjà achetable. Donc, il faut plutôt repartir sur la connaissance de soi, la connaissance des autres. Ça, c'est la philosophie, c'est Spinoza, c'est donc René Descartes, c'est donc Aristote, qui était constamment dans le questionnement des autorités, dans le questionnement de la pensée unique. Parce que, juste pour terminer avec cette question-là, Spinoza, lui dit bien, il faut se méfier du bien et du mal, parce qu'on va trouver des circonstances atténuantes. Et surtout qu'à l'état naturel, à l'état de la nature, ça n'existe pas, donc ce sont des constructions totalement humaines. Il dit plutôt, une situation donnée ne vous convient pas, c'est-à-dire qu'elle ne nous fait pas grandir, il faut la fuir. N'essayez pas de l'expliquer, de l'excuser, de dire
peut-être en faisant un autre effort ou peut-être en regardant ça sous un autre angle, comme Saint-Exupéry, sous une autre perspective, peut-être que je verrai cette situation un peu moins défavorable. Non, si vous n'êtes pas bien, vous partez, vous fuyez. Et je pense, et là c'est ce que j'attendais un peu de Freisinger quand il parle du bien, du mal, c'est d'aller plus loin et d'aller vraiment faire de la philosophie. Parce que le bien et le mal, ça peut être aussi c'est très relatif. Et on peut nous imposer aussi, avec de la propagande, avec un conditionnement de la société, on peut nous dire, cette chose-là, non, alors ça c'est bien, alors ça c'est mal. Et c'est pas forcément le cas. Encore une fois, le bien et le mal, ce sont des constructions humaines, en fait. Ce sont des constructions de l'être humain. Et ce qui était bien il y a 2 siècles, c'est pas forcément bien aujourd'hui. Ce qui était bien, presque tous les pays européens, il y a 2 siècles, il y avait la peine de mort, c'était bien. Mais aujourd'hui, c'est pas bien. Vous voyez, c'est toujours, on devrait toujours regarder qu'est-ce qui nous fait évoluer, qu'est-ce qui nous fait grandir. Freisinger affirme dans l'ouvrage que la démocratie, elle est menacée par une sorte de totalitarisme qui ne porte pas son nom. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation qui est plutôt poignante ? Alors, je suis parfaitement d'accord avec lui et le mécanisme est impressionnant parce que le mécanisme de ce totalitarisme, premièrement au niveau des médias. Les médias sont devenus le maillon faible de notre société occidentale. Et normalement, c'était une force, c'était le 4e pouvoir. C'était le 4e pouvoir dont la mission numéro 1, c'était c'est la recherche de la vérité. Pourquoi ? Parce que la recherche de la vérité, le public est en droit de la connaître pour exercer la démocratie, son droit à la démocratie. Mais pour ça, il faut être informé, il faut avoir la vérité. Et d'ailleurs, c'est énoncé par la Charte de Munich de 1971. Et je crois que c'est le premier article. Donc la Charte de Munich, il y a 11 devoirs du journaliste et il y a 9 droits. Le droit d'être protégé, le droit de protéger sa source, le droit qu'on n'attaque pas sa famille. Il y a aussi le droit que le rédacteur en chef, en fait, qu'il ne soit pas censuré à l'interne. Aujourd'hui, il y a une censure incroyable. Mais elle n'est même pas obligée. On arrive à un stade déprimé, on peut dire, une société totalement déprimée et totalement perdue, parce que c'est même pas nécessaire aujourd'hui de censurer le journaliste. Il se censure lui-même, par peur de déranger. Si vous connaissez le milieu du journalisme mainstream, alors moi j'ai eu l'occasion, alors durant plus de 20 ans, de côtoyer fréquemment sur différents thèmes. Premièrement, il n'y a pas de solidarité entre eux. Déjà, ils se haïssent presque tous entre eux. Déjà, ils se font concurrence. Ce sont des concurrents et tous, ils ont peur de perdre leur emploi. Et c'est vrai que quand on voit l'évolution de la presse et l'évolution de la presse papier ces dernières années, ce qu'il y a de quoi avoir peur de perdre son emploi. Donc, les collègues, ce sont tous des compétiteurs, en fait. Ce sont tous des concurrents. Et ils se censurent eux-mêmes. Ils se censurent eux-mêmes. Le rédacteur en chef, il n'a même plus besoin vraiment de censurer les gens, puisqu'ils se censurent eux-mêmes pour être dans le modèle du politiquement correct. Oui, et dans l'ouvrage, l'auteur revient sur la crise du Covid-19. C'est un moment assez important justement pour les médias qui sont décrits dans l'ouvrage comme des outils de propagande, comme vous le dites, destinés à la propagation d'un agenda de contrôle. On a aussi des journalistes sérieuses récemment qui vont dans ce sens-là. Serena Tinari, Catherine Riva, qui ont critiqué la manière dont les médias ont traité la crise Covid-19. Selon ces 2 journalistes d'investigation, les médias ont simplement relayé les informations sans forcément aller vérifier les informations et en critiquant toute opposition qui pouvait arriver. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elles ont affirmé ? Alors, encore une fois, donc là, il faut vraiment le voir. Je ne sais pas si vous avez vu cette intervention, elle dure un peu plus de 2 heures, c'est sur le plateau d'Antithèse. En fait, ce sont des journalistes médicales. Elles ont fait un travail minutieux, elles ont fait un travail très très approfondi. Donc il y a une Suissesse et une Italienne, sauf erreur. Et ce qu'elles décrivent, c'est vraiment donc c'est incroyable. Elles ont parfaitement raison. Maintenant, c'est vrai que nos médias, encore une fois, les médias mainstream durant la crise, ils ont été en dessous de tout. Parce que pour une situation tellement critique, il y avait absence de débat. Ils ont systématiquement étouffer dans l'œuf le débat. Alors pour étouffer le débat, c'est simple, vous ne donnez pas la parole aux voix discordantes ou tout simplement les gens qui posent des questions légitimes, ou si quelqu'un, comme on a vu en France, Didier Raoult, quelqu'un réussit quand même à se faire entendre, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez le dénigrer, vous allez le démolir publiquement. C'est ce qu'ont fait nos médias. Puis après, vous avez des spécificités propres à chaque média. Par exemple, vous avez, pour ne pas le nommer, AD News. AD News que j'ai dénoncé 1 ou 2 fois, je pense 2 fois, au consensus de la presse. Alors, dans la rédaction des News, vous avez un journaliste qui s'appelle Fabrice Delay,
qui est un convaincu de l'ARN messager. Il a écrit un livre là-dessus. Il était convaincu, l'ARN messager. Et Eddie News, ils ont vraiment pris le pas, ils ont vraiment suivi ce journaliste-là dans cette idéologie-là. Et Eddie News, c'était les premiers à publier des choses totalement mensongères, en fait, des choses, c'était des contre-informations, des choses qui n'étaient prouvées par rien, qui disaient que, par exemple, qu'il n'y avait aucun risque avec les enfants. Après, avec les nouveau-nés, on pouvait, entre guillemets, vacciner les nouveau-nés, les enfants. Il n'y avait aucune étude qui disait que c'était possible ou pas. En tout cas, il n'y avait aucune étude, et même Pfizer aujourd'hui ne les a toujours pas, qui disait qu'il n'y avait pas de risque sur les enfants. Par contre, Eddie News le disait, parce qu'ils avaient dans leur rang, ils avaient Fabrice Delay. Après, vous avez, par exemple, vous avez Amel Debay, que vous avez reçu, vous, là, ici, qui a fait un magnifique travail aussi avec l'impertinent et qui a obtenu les aveux, je crois, c'était du rédacteur en chef de, il me semble que c'était Le Blic, ou non, c'était Ringier. Alors c'est Ringier, où il disait qu'il avait donné comme directive à ses salles de direction, à ses salles de rédaction, excusez-moi, qu'il fallait aller dans le sens de l'autorité, surtout pas contredire. Vous voyez. Vous vous rappelez que tous les mercredis, après-midi, en direct, il y avait cette fameuse séance. Alors, je ne sais plus si c'était tous les mercredis ou un mercredi sur deux. Il y avait cette séance de la task force où il y avait toujours 2-3 conseils fédéraux. Des fois, notamment en décembre 2021, quand ils prennent la décision qu'à partir du 10 décembre jusqu'au... S'ils ont levé la mesure le 20 février suivant, que les gens qui n'étaient pas, entre guillemets, double vaccinés ne pouvaient plus avoir accès donc aux lieux publics. C'est du jamais vu. C'est une atteinte, et c'est répréhensible sur le plan pénal, c'est une atteinte à la dignité. Et c'est du jamais vu au cours de l'histoire suisse. Après une décision pareille, on aurait attendu le lendemain, le jeudi, que tous les médias en débattent. Rien. Il n'y avait pas de débat. Les médias mainstream, ici, et pas qu'ici à mon avis, mais en Suisse, n'ont pas du tout fait leur travail. À ce moment-là, ils étaient des communicants. C'était des communicants de l'autorité. C'était des propagandistes. Et puis, le plus inquiétant à ça, c'est qu'on est en 2024 et qu'aucune autocritique n'a été faite. Récemment, donc l'année dernière, à l'automne, vous avez eu les élections fédérales. Les partis, donc les appareils de partis, ont annoncé leurs points clés, en fait, leur ligne, en fait, le programme. Personne n'a parlé des points cruciaux. Alors bien sûr, tout le monde a parlé de l'urgence climatique, de la transition énergétique, parce que c'est très porteur, de l'inclusion, de la légalité, parce qu'on parle des LTGB ou des LGTB, je ne sais jamais dire ça. Par contre, des crises, parce qu'on a vécu un truc incroyable depuis 2020, on a vécu 2 crises majeures. C'est le retour d'une guerre de très forte intensité sur le continent européen, ce qui se passe avec la Fédération de Russie et l'Ukraine. Et puis avant ça, c'est une pandémie, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça depuis longtemps. Donc ces 2 crises majeures qui se succèdent, aucun des appareils de parti n'a profité du renouvellement du gouvernement, du Parlement l'année dernière, pour dire on aimerait faire, pas pour chercher des coupables, pas pour punir, pas pour sanctionner, mais simplement pour ne pas répéter ces mêmes erreurs dans le futur, parce qu'il y aura d'autres crises, vous voyez. Ni les médias, ni les politiques, en fait, c'est comme si c'était rien passé, ils ont mis ça sous le tapis, c'est comme si c'était rien passé. Et ça, c'est inquiétant, oui. Ouais, récemment, il y a quand même des choses qui sortent. Vous avez peut-être entendu parler des Archive Files qui ont défrayé la chronique. Il y a des experts qui notent des divergences entre les recommandations internes lors de la crise Covid de l'Institut Robert Koch, qui est l'établissement allemand pour la lutte contre les maladies, et les décisions publiques du gouvernement allemand. On a des documents qui montrent qu'il y a certaines mesures, comme le port du masque en extérieur, qui ont été imposées sans preuve scientifique solide. Des modifications de documents, un manque de transparence dans les communications ont été signalés.
et le rôle du RKI dans la promotion de la vaccination, y compris pour les enfants, est également questionné. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un certain réveil en sursaut maintenant qui est en train d'avoir lieu? Les médias commencent un petit peu à oser parler de ce qui s'est passé, à revenir, à regarder en arrière et à faire une introspection, la fameuse culture du doute, ou vous pensez qu'on n'y est pas du tout? Moi, je pense qu'on y est, tout à fait on y est, mais malheureusement, on est tous fatigués de ça, parce que c'est un événement dramatique. Et puis, moi je vois par exemple l'impertinent, pour revenir à l'impertinent, alors je suis abonné et je soutiens cette publication qui est de très très bonne qualité. À un moment donné, quand il y a trop d'articles sur la thématique, je ne les lis plus, parce qu'on a envie de passer à autre chose. Ça, c'est une mission qui devrait être initiée sur le plan institutionnel. Ça doit venir du haut vers le bas. Et c'est la responsabilité de nos autorités, elles devraient le faire. Une autre autorité, ici on n'en parle pas beaucoup, ça c'est le Conseil suisse de la presse, qui est une autorité justement aussi de contrôle et de vigilance. Elle devrait aussi le faire. Elle devrait faire aussi alors son autocritique, parce que le Conseil suisse de la presse, moi j'ai eu l'occasion, avec la société Anticrime que j'avais créée, alors pas la société, une association que j'avais créée en décembre 21, donc Anticrime, on a dénoncé, donc le Blick, Eddie News, Le Temps, on a dénoncé 6 articles mensongers. On a à chaque fois été déboutés, mais ce qu'on a appris par la suite, c'est qu'ils déboutaient systématiquement. En fait, ils soutenaient toujours le même courant. Vous avez vu récemment avec ce qui se passe en France par rapport à l'Arcom, donc ils ont décidé de supprimer C8, c'est parce que donc c'est pas pour rien, parce que c'est une voix discordante. Donc on arrive en fait, on rejoint le livre de M. Freisinger donc Animalia, où les médias, et le pire, c'est que c'est les autorités qui sont payées avec nos impôts, comme le Conseil suisse de la presse, qui sont censés contrôler les médias, appuient ces mêmes médias dans un seul discours, un unique discours. Et tout ce qui dérange est oublié, on ne donne pas la parole. Et quand ça commence, même si grâce à vous, si grâce à des médias alternatifs, certaines personnes réussissent à se faire entendre, alors automatiquement, elles s'exposent à une campagne de diffamation. Oui, en parlant de discours unique, je vous propose qu'on revienne maintenant un petit peu sur la cérémonie des Jeux Olympiques qui a également été sujet à polémique récemment. Il y a eu beaucoup de messages véhiculés sur la liberté dans cette cérémonie. Certaines personnes ont trouvé que c'était allé trop loin. J'aimerais connaître votre avis sur la question. Alors récemment, j'écoutais Idriss Aberkane. Et lui disait lui, il a ramené au niveau de pipi caca. Et puis bon, il a raison. Après, j'écoutais Jacques Beau qui lui disait c'était phénoménal comment ils avaient réussi dans une cérémonie à associer un tel mauvais goût, une telle division. Et puis bon, je me rappelle plus des autres adjectifs, des autres choses. Il y a plusieurs choses. Premièrement, c'était une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Une cérémonie, est-ce que ça doit automatiquement être de l'art? Parce que là, à un moment donné, encore une fois, les médias, les gens, ils ont confondu cérémonie d'un événement sportif de cette ampleur et art. Et c'est pas une obligation qu'il y ait de l'art dans une cérémonie sportive. Dans tous les cas, ce qu'on doit rappeler, c'est qu'une cérémonie, une cérémonie pour un événement de cette amplitude, c'est une carte de visite avant tout du régime en place. Donc pour moi, cette cérémonie représente, en fait, elle exprime très bien le président, aujourd'hui de la Ve République, Macron, c'est le président du chaos, et c'était la cérémonie du chaos. Et il a bien exprimé, alors ça s'est bien exprimé parce que nous, on l'a regardé avec admiration, avec scepticisme, ou avec étonnement, ou avec surprise, avec nos yeux d'occidentaux. Mais elle était quand même diffusée, elle était diffusée dans le monde entier. L'Occident, c'est 16-18% de la population mondiale. Les 80 autres % n'ont pas forcément cette même façon de voir. Quand vous avez dans la cérémonie, vous avez, je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes, c'est 6 femmes ou 7 femmes à barbe. Est-ce que vous en croisez beaucoup ici à Genève, des femmes à barbe? Moi, je n'en croise pas beaucoup, et je m'en souviendrai. Donc, ce n'est pas représentatif. Après, de dire finalement, de trouver de beauté en touche et de dire que la fameuse scène, la fameuse représentation de la scène, c'est inspiré du Festin des dieux. C'est la réponse de Thomas Joly. Voilà.
Le problème, c'est qu'il oublie de préciser que ce festin des dieux s'inspire lui-même de la toile de Léonard de Vinci. Alors, encore une fois, alors est-ce que c'est de l'art? C'est sûrement pas de l'art. On voit une chose qui devrait plutôt se tenir dans une chambre à coucher ou dans un club échangiste ou dans un salon ou dans un lieu qui est privé. Alors c'est la provocation et c'est très malvenu parce que c'est un peu... Alors voilà, moi je fais ça de mon corps, ma sexualité, moi j'aime comme ça, voilà, et puis je m'excuse d'être grossier et je t'emmerde. En fait, ils se sont imposés, ils ont imposé une idéologie et c'est pas le but d'une cérémonie. Après, j'ai demandé, parce que là encore une fois, il y a cérémonie des Jeux Olympiques qui doit fédérer, qui doit unir, qui doit célébrer le sport, fédérer, unir les différentes cultures, les différentes nationalités, les différentes disciplines. Et puis après, il y a l'art. Alors, bien sûr, si on peut rajouter de l'art, des choses artistiques dans la cérémonie, encore mieux. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'art? Alors moi, j'ai demandé à 2 amis. Un, il est retraité ici à Genève, il était professeur au conservatoire toute sa vie. Lui dit l'art, c'est le fruit, c'est le produit d'un surpassement de l'individu à travers son talent, avec son âme et son corps. Et c'est sûrement pas ce qu'on a vu. C'est pas de la provocation. On confond. C'est la prise en otage de l'art contemporain aujourd'hui, où il suffit que la chose n'ait jamais été encore faite, ou que ça soit provoquant, que ça soit inédit, pour qu'on qualifie ça comme art. Après, j'ai demandé à un ami à Madrid, qui est un dessinateur reconnu, bien en place, qui est Fernando Gómez Diaz. Et lui, il me dit la même chose. Alors, c'est lui où il me dit, mais voilà, il y a célébration d'un côté, célébration sportive de l'autre, où ce qu'il invoque les Jeux Olympiques de Londres, par exemple. Londres, c'était en 2006, il me semble. Et puis, il y avait avant ça, c'est Barcelone, qui était vraiment réussi. Puis sinon, il me dit, l'art, voilà, l'art, maintenant, si on parle de l'art, c'est une expression, bien sûr, c'est une émotion, on véhicule une émotion, mais ça doit en aucun cas être une imposition, en aucun cas une provocation. Et puis rejoindre, là, je me suis permis de juste noter un peu les mots qu'il m'a donnés. Surtout, l'art est un exercice créatif, expressif, libre et constructif. Constructif. Est-ce qu'on a vu ça? Est-ce que c'est du constructif? C'est pas du constructif, c'est la division. C'est la division. Et c'est l'expression d'une émotion, mais constructif et créatif. Libre, bon oui, on a vu la liberté. Alors ça, on a vu certaines libertés, mais là aussi, là on pourrait rejoindre justement les préceptes éducatifs qui sont énoncés dans Animalia. C'est qu'on oublie, c'est que la liberté des uns termine où commence celle des autres. Et là, ça n'a pas été du tout respecté. C'était une heure de grande écoute en plus. Hein. Donc il y avait il y a des jeunes qui étaient devant leur petit écran. Hein. Ils nous ont vraiment imposé. Ils ont pris en otage un événement festif mondial qui réunit ces valeurs universelles et bonnes. Se fédérer, faire la paix, apprendre à se connaître les uns les autres, les nationalités, les ethnies, les disciplines. C'était l'essence même des Jeux Olympiques d'Athènes à l'époque, c'était de remplacer les conflits et les guerres par ça. Ils ont confisqué quelque chose comme ça à titre idéologique, pour provoquer. Je ne sais pas, est-ce que ça correspond, est-ce que ça répond, est-ce que c'était inscrit dans un agenda du wokisme? Je ne sais pas quelle sera la suite à ça, ou s'il y a une suite, si c'est un élément parmi d'autres éléments qui nous attendent, mais pour moi, c'était très négatif. Et encore une fois, ça illustre le président français. C'est le président du chaos. C'est le président du chaos, c'est la cérémonie du chaos. Mais tout de même, les perceptions, elles sont subjectives, elles dépendent des sensibilités individuelles. Il y a beaucoup de critiques, je trouve, qui omettent totalement de préciser que la cérémonie des Jeux Olympiques, elle a été une prouesse artistique et technique. Est-ce que vous ne trouvez pas que les gens ont un peu pris l'habitude de s'offusquer systématiquement lorsque quelque chose ne reflète pas leurs convictions ou leurs croyances? Non, mais ça, tout le côté prouesse technique, il a été relevé. Hein. Bon, premièrement, c'est la première fois que ça se fait pas dans un stade. Donc ça se fait dans une ville. Et puis Paris, ça se fait pas n'importe quelle ville. C'est la ville lumière, Lutèce. Ça se fait sur près de 4 heures. Ça se fait sous pluie battante. Alors il n'y a eu aucun accident à relever, aucun accident. Tout ce qui était du domaine sécurité, technique, mobilisation des bâtiments, la mise en scène de tout. Non, là, il y a eu des prouesses techniques.
Maintenant, c'est pas de l'art, et maintenant, c'était pas nécessaire de rajouter, ou je sais pas, s'ils avaient déjà décidé de mettre, ça c'est comme quand on voit Marie-Antoinette la tête tranchée, c'est pas nécessaire non plus, parce que ça n'apporte, une fois de plus, ça n'apporte aucun élément à l'événement. De voir après des mares de sang, ça sous-entend que c'est le sang de Marie-Antoinette, voilà, ça n'apporte rien de factuel. Alors maintenant, est-ce qu'ils ont réussi ces prouesses techniques, la ville de Paris, sur ces quelques éléments du wokisme, ou est-ce qu'ils avaient préparé une fête magnifique, et puis est venu, en fait ils ont pris un otage, est venu s'ajouter, ou plutôt, c'est pas s'ajouter, c'est vraiment s'imposer ces quelques éléments du wokisme. Mais voyez, c'est vraiment malheureux parce que la fête en elle-même était belle. Et puis, c'est la première fois qu'on organise ça dans une ville comme Paris et que ça sort de l'enceinte olympique. Et ce qu'ils ont vraiment fait vivre avec la Tour Eiffel, est-ce qu'ils ont vraiment mis c'était vraiment la ville-lumière. Ils ont fait vibrer Paris. C'est magnifique. Le problème, c'est que maintenant, dans le futur, à l'avenir, on va retenir que ces éléments du wokisme. Parce que, là encore une fois, ça c'est inquiétant par contre. C'est un aboutissement, ce qu'on a vu, au point de vue du wokisme, ou est-ce que c'est dans un agenda, ou est-ce qu'il va y avoir une suite ? C'est une question à laquelle je pense qu'il faudra encore répondre. Est-ce que ça s'inscrit dans un agenda ou est-ce que c'est le fruit du hasard ? Est-ce que ça va se poursuivre ? C'est pas le fruit du hasard. C'est dans un agenda. C'est dans un agenda. Parce que, en tout cas, même si il se protège un peu, hein, Thomas Joly, le directeur artistique, parce que le Vatican a dit avoir été vraiment choqué par cette usurpation, disons, d'un tableau en lien avec le catholicisme. Alors, on nous répond qu'effectivement, ce n'est pas forcément lié au catholicisme, on s'en prend plutôt à quelque chose qui a un lien avec un festin des dieux, mais finalement, même à Athènes, enfin la Grèce antique, il y avait ce respect du divin. En fait, de façon générale, l'art, dans toute l'histoire de l'humanité, a souvent essayé de représenter le divin. Et là, on voit que l'art fait vraiment le contraire. Il tourne en dérision le divin, que ce soit Jésus dans le christianisme ou que ce soit les divinités dans un festin, dans un banquet. Et d'ailleurs, la cérémonie de clôture de ces Jeux Olympiques 2024, elle a également été perçue par certaines communautés comme un hommage à Satan, avec un portail qui symbolisait un passage vers un autre monde obscur, dénué de vie. Les symboles qui sont apparus à l'écran ont été perçus comme étant en contradiction avec les valeurs traditionnelles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vous avez parfaitement raison, mais là, encore une fois, ce n'est plus de l'art, ça. Ça, c'est de la provocation, ça, c'est de la rupture. Ça vient de Karl Popper. C'est le philosophe autrichien qui évoquait cette rupture, mais il évoquait d'une manière constructive, en disant qu'il y avait des opportunités après, qu'à un moment donné, il fallait une rupture pour provoquer un ordre nouveau ou d'autres opportunités, mais pas forcément détruire pour détruire ou détruire pour obtenir des avantages de commerce ou pécuniaires pour une élite ou pour une caste ou pour certaines personnes, ce qui a été repris par George Soros. George Soros, c'est du wokisme, c'est la rupture, c'est la fin d'État-nation, c'est le métissage des races, c'est provoquer de nouveaux besoins économiques. George Soros, par exemple, c'est lui qui a milité durant longtemps pour que les pays africains aient l'obligation de rendre public les matières premières, en fait, leur réserve de matières premières, que ça soit connu de la part des spéculateurs. C'est pour spéculer, c'est pour briser, c'est pour provoquer un nouvel ordre. Et le wokisme, c'est ça, en fait. C'est casser les liens, c'est casser les codes, c'est casser le traditionnel. En fait, le ferment même, en fait, le socle même de la famille. Donc la famille, c'est la première cellule qui va composer après la société. Le wokisme s'attaque à ça. C'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Après, il faudrait savoir à qui ça profite, parce qu'il y a des intérêts, il y a des intérêts économiques là derrière, de toute façon.
On a eu récemment aussi des émeutes en Angleterre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui ont été déclenchées après le meurtre tragique de 3 fillettes par un migrant rwandais. J'ai juste vu les images. Et dans les médias français, puisqu'on parle un peu de propagande et puis de vision médiatique, on a eu des termes qui ont été utilisés pour désigner ces manifestations qui sont manifestations d'extrême droite. Et les manifestants, de leur côté, ils pensent qu'ils expriment des inquiétudes qui sont légitimes concernant les effets d'une immigration non contrôlée, puisque vous en parlez. Comment est-ce que vous percevez la couverture médiatique qu'on fait de ces manifestations, justement, contre l'immigration? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, une fois de plus, la couverture médiatique, elle est désastreuse, une fois de plus, parce que ce sont... Il y a rien de pire aujourd'hui dans notre société que de se faire traiter d'antisionistes ou bien d'extrême droite. Et si vous voulez disqualifier l'autre, vous faites ça, automatiquement. Vous le faites une fois, et ça suffit, hein, parce que l'étiquette, elle reste après. Alors ça, c'est vraiment le raccourci facile. Là, encore une fois, on arrive de plus, on arrive à ces médias qui ne font pas leur travail, qui sont misérables. Il y a ce glissement vers le bas, hein. Mais ça représente toute notre société aujourd'hui. C'est la société du paraître. C'est briller, c'est le paraître. Alors, s'il le dit très bien, M. Freisinger, qui était donc, entre autres, il était ministre il était ministre de l'instruction publique dans le canton du Valais, hein. Il était conseiller d'État. Il le dit très bien, on est en train de rendre les gens, on est en train de déshumaniser les gens. Ce sont des choses. Et puis vous savez ce qui se passe après. C'est que quand on est des choses, on va nous regarder en tant qu'utilitaires. Qu'est-ce qu'on peut apporter? La personne, l'entreprise, la société, l'institution, l'État, il va vous regarder, il va dire voilà, où est-ce qu'on peut profiter? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Puis une fois qu'on a pris ce qu'il fallait, on la remplace, on la jette. Et on est en pleine déshumanisation. Et automatiquement, de disqualifier en mettant l'étiquette sans aucune justification, sans motif, antisioniste, extrême droite, automatiquement, vous commencez la déshumanisation. Ah, lui, il est ça, attention, il n'a pas le droit de parler. Il est ça. Puis, il n'a pas besoin de parler aujourd'hui. Et demain, il n'aura même pas le droit de se montrer. Puis si on voit qu'il n'y a même pas d'utilité, loin. S'il n'y a pas d'utilité pour le système, s'il ne nous achète pas demain le prochain smartphone et il fait pas vivre le système comme nous on a décidé que le système doit vivre, doit fonctionner, pas vivre parce que vivre on peut déjà enlever. Donc on vit plus déjà, ça c'est fini. Donc alors ça c'est la déshumanisation. Et là les médias font exactement ça. Est-ce qu'ils font un raccourci? Est-ce qu'il faut pas l'effort de comprendre? Ils font pas l'effort de comprendre. Tout de suite ils ont mis une étiquette. Voilà. Alors ceux-là ils sont fréquentables, ceux-là ils sont pas fréquentables. Oui, en parlant de déshumanisation, l'auteur dont l'ouvrage revient sur les prélèvements forcés d'organes qui ont lieu en Chine, il insiste beaucoup sur ça et il met vraiment en avant l'idée qu'il y a justement une déshumanisation aujourd'hui, quoi. La personne humaine, elle peut être vendue et on prélève les organes comme ça à vif. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? On est dans une société qui a perdu toute valeur fondamentale, toute valeur humaine? Oui. Tout à fait. Là, on a marche forcée alors, vers une déshumanisation. Excusez-moi. Encore une fois, c'est l'utilitaire. On garde l'autre, on garde l'individu. Mais bon, attention, l'individu, ça c'est même plus un individu, hein. Donc c'est un code barre maintenant. On regarde le code barre en fonction de ce qui va pouvoir contribuer au système. Il faut que le système dure le plus longtemps possible parce qu'il y en a qui vivent très bien de ce système. Il y a une casse, il y a quand même certains privilégiés qui vivent très bien de ce système, donc il faut que ce système se poursuive. Maintenant, un autre exemple qui est flagrant, c'est le conflit qui est actuellement donc, en Ukraine. On parle des F-18, non, je m'excuse, des F-16 qui viennent d'arriver. Depuis plus de 2 ans, on parle de combien a besoin l'Ukraine pour résister, en chiffres, en matériel, mais on ne parle jamais des victimes. On ne parle jamais des victimes. Alors, déjà, encore une fois, comme quoi les médias mainstream, alors je m'excuse, c'est devenu n'importe quoi. Et moi, ça me révolte qu'ils reçoivent encore des aides étatiques, des subsides, des aides étatiques. Jusqu'en mars de l'année 2023, il n'y avait pas de victimes ukrainiennes. Alors, dans l'armée ukrainienne, il n'y avait pas de victimes. Aujourd'hui, on est obligé d'en parler.
On est obligé d'en parler parce qu'il y a des rapports qui sont sortis à partir de mars 2023. Il y a un rapport du Mossad, mais il y a aussi un rapport des Turcs et même le Pentagone. Et ils sont déjà arrivés, à cette époque-là, ils étaient déjà arrivés à des proportions de victimes incroyables. Récemment, au congrès pour la presse de Saint-Pétersbourg avec Poutine, donc il avance certains chiffres. Maintenant, tant les chiffres de la Fédération de Russie que les chiffres ukrainiens, il faut attention parce que c'est toujours de la propagande de guerre. Mais les gens qui ont fait l'effort de regarder les rubriques nécrologiques, les réseaux sociaux, par satellite, l'amplification des cimetières, ils arrivent aujourd'hui à un ratio entre 60 et 100 000 du côté de l'armée russe. Ce n'est pas forcément des morts, ce sont des gens qui sont suffisamment affectés, atteints, pour ne plus jamais de leur vie revenir sur un champ de bataille. Donc ce sont des éléments qui sont perdus définitivement. C'est plutôt 60 et 80, et du côté ukrainien, c'est entre 450 et 500 000. Il me semble que dans toutes les discussions, que ce soit que ce soit la récente réunion pour la paix, c'était le 15 juin dans les Alpes, non pas dans les Alpes, c'était au bord du lac des Quatre Cantons en Suisse, ainsi que dans toutes les rencontres au sommet, on devrait parler de ça. On ne parle pas de ça. On parle de qui va gagner et qu'est-ce qu'on va gagner et qu'est-ce qu'il nous faut encore pour gagner. Mais on ne parle pas des humains. Ça n'intéresse personne. Vous imaginez 500 000 victimes uniquement au sein de l'armée ukrainienne. C'est énorme. Moi, il me semble que ça devrait être le principal élément ou facteur qui pèse dans une réflexion. Est-ce qu'on veut faire encore durer longtemps ce conflit? Est-ce qu'on va faire des concessions? Est-ce qu'on va inviter la Fédération de Russie à la table des négociations? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais est-ce qu'on veut encore tolérer que chaque jour X ou de victimes pour finalement un conflit qui ne sert à rien? Vous voyez? Donc là aussi, c'est impressionnant parce que dans un conflit de forte intensité, parce qu'on ne parle même pas de l'Afrique, parce que quand c'est en Afrique, ça n'a aucune importance. Mais quand ça se passe pourtant ici en Europe, et on ne parle jamais des victimes. C'est vous montrer à quel point en 2024, on arrive sur une société totalement déshumanisée, objetisée, et où on regardera les gens, c'est plus des gens, ce sont des codes-barres, et par rapport à leur utilité au système. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Mélan, pour cette discussion très riche, très intéressante sur la culture du doute que nous semblons avoir perdue. Finalement, ça va au-delà des notions de bien et de mal, selon vous, mais il y a vraiment une nécessité, en fait, de regarder à l'intérieur, de se remettre en question, de regarder aussi le passé qu'on a derrière nous et peut-être d'y puiser peut-être un peu d'inspiration. On semble ne plus avoir l'inspiration des choses belles qu'il y avait autrefois. On semble avoir perdu ses racines culturelles. Alors, c'est Aristote et c'est René Descartes. La culture du doute, alors c'est la méthode aussi, et c'est la capacité, c'est la remise en question. La remise en question, c'est une force. Aujourd'hui, on arrive dans une société où la remise en question, c'est une faiblesse. Mais la remise en question, c'est une force. Et la remise en question n'est possible qu'avec le doute. Et ça veut dire sa capacité demain de dire, voilà, ce que je croyais hier, au vu des nouveaux éléments que j'ai, au vu des personnes intéressantes qui m'ont transmis, que j'ai rencontrées, la croyance que j'avais hier, est-ce qu'elle est plus aussi solide? Vous voyez? Et c'est le doute qui permet d'avancer toujours. Merci beaucoup, Monsieur Mélan. C'était très intéressant et c'est très encourageant. Et à bientôt peut-être pour une autre discussion. Merci à vous.